Oui, parmi la quarantaine de chefs d'État et de gouvernement présents à Paris, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il nous a accordé un entretien ce matin dans un grand hôtel parisien, en commençant par la situation dramatique en Centrafrique. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté cet entretien. Vous recevez le 64 minutes dans un grand hôtel parisien. Alors on va parler économie, on va parler des relations franco-ivoiriennes dans quelques instants. Mais d'abord cette question, cette vaste question de la paix et de la sécurité en Afrique qui concerne aussi la Côte d'Ivoire. C'est la première ambition de ce sommet de l'Élysée. La situation se détériore en Centrafrique. L'ONU vient d'autoriser la France à envoyer des troupes en soutien d'une mission africaine. Est-ce que vous approuvez l'intervention militaire française en Centrafrique? Non, non seulement que je l'approuve, mais je l'ai demandé en septembre à New York quand je présidais le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. J'avais demandé au secrétaire général Ban Ki-moon et au président François Hollande d'accélérer le processus d'intervention en Centrafrique. Nous voyons venir les choses. C'est une tragédie ce qui s'y passe. Donc c'est important d'intervenir rapidement et de mettre fin à cette tragédie. On parle d'affrontements communautaires, religieux, entre musulmans et chrétiens. C'est aussi votre analyse? Oui, en fait. En tout cas, il y a un désordre et il y a des morts. Donc il faut arrêter tout cela. On ne veut pas que cela se transforme en génocide. On va parler du Mali après, mais la France est intervenue au Mali. Elle intervient maintenant en Centrafrique. Est-ce que la France a toujours cette vocation d'être un petit peu le gendarme de l'Afrique? La France intervient à notre demande. Souvenez-vous, j'étais président en exercice de la CEDEAO. J'ai téléphoné au président François Hollande. La communauté des pays d'Afrique de l'Ouest. J'ai demandé, voilà, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. J'ai actionné le Conseil de sécurité en relation avec les autorités de transition du Mali pour cette intervention. Nous, au niveau de la CEDEAO, nous étions bien organisés. Nous avions préparé une intervention, mais nous n'avions pas les moyens, donc en équipement, en transmission et surtout en survol qu'un grand pays comme la France a. Ce qui veut dire qu'il est trop tôt. Il est trop tôt pour que l'Afrique prenne en main sa défense. On sait que c'est le sens de l'histoire, mais il est trop tôt encore aujourd'hui. Non, ce n'est pas trop tôt. Nous devons commencer. Nous devons nous organiser. Nous avons besoin de l'appui de la France, de l'appui de la communauté internationale, et c'est l'objet de ce sommet. Et de ce sommet sur la paix et la sécurité à Paris. Alors, concernant la Centrafrique, je parlais d'une mission militaire africaine. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait envoyer des troupes en Centrafrique? Non, je suis pour la régionalisation. Il s'agit d'une affaire en Afrique centrale. Et je crois que l'Afrique centrale s'est bien organisée pour intervenir. Ils ont envoyé plus de 3000 soldats qui seront donc complétés par donc la France. Des Tchadiens, des Camerounais, et les Camerounais, les Gabonais, les Congolais. Si maintenant, un peu plus tard, dans 6 mois, la communauté donc internationale estime qu'il faut élargir les choses, en ce moment-là, effectivement, d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire pourraient intervenir. Alors, Monsieur le Président, parlons du Mali, si vous voulez bien. L'opération militaire française a été un succès. Reste maintenant à restaurer l'État et surtout à réconcilier les Maliens. Pour vous, l'unité du Mali n'est pas négociable? Mais c'est évident. Ibrahim Boubacar Keïta est un président démocratiquement élu, à plus de 77% du suffrage des Maliens. Sa souveraineté couvre l'ensemble du Mali et l'ensemble des Maliens. Il ne peut pas y avoir de poche donc isolée au Mali. Il faut que l'armée malienne, que l'autorité de l'administration malienne se déploie sur l'ensemble du territoire malien. Alors vous parlez de poche, on peut parler dans le nord d'une poche touareg. Justement, le président... Non, je ne suis pas d'accord avec une poche touareg. C'est la réalité pourtant. Non, à Kidal, il n'y a pas que des touaregs. Non. Il y a des Sonra, il y a des Peuls, il y a tout. C'est le nord Mali. Et il est important que la souveraineté du président démocratiquement élu s'exerce sur la totalité de son territoire. Mais justement, le président Keïta s'est plaint d'une manière diplomatique hier, disons, des relations privilégiées entre la France et les Touaregs. Mais il a eu tort de se plaindre de manière diplomatique. Il est président démocratiquement élu. Son autorité doit s'exercer sur l'ensemble du territoire malien, sans exclusive et sans exclusion. Et je crois qu'il doit se donner les moyens d'intervenir et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de poche de protection au Mali. Mais comment intégrer les Touaregs dans, je dirais, la politique globale du Mali? Est-ce qu'il faut leur laisser une certaine autonomie? Là, c'est quelque chose d'important. Il faut un dialogue national. Les Touaregs sont des Maliens, en tout cas les Touaregs maliens de cette région de Kidal, les Sonrai, les Peuls, tous doivent se retrouver, avoir un dialogue national pour voir comment organiser l'avenir du Mali après ce qu'ils ont vécu depuis l'indépendance. Tous les 10 ans, il y a eu des problèmes au Mali. Il faut arriver à trouver une forme peut-être de décentralisation pour que chaque région
puisse avoir les moyens nécessaires pour son développement et surtout une gestion également qui intègre les responsables et les autochtones de cette région. Je crois que c'est possible et le président Ibeka en a la volonté. Alors, Monsieur le Président, on parle moins pour l'instant des combattants islamistes, des djihadistes qui ont ravagé cette région. Oui. Est-ce que ça veut dire que pour vous, la menace des djihadistes a complètement disparu dans le Sahara-Sahel? Point du tout. C'est une menace qui concerne pas seulement le Mali ou l'Afrique de l'Ouest, c'est tout le monde. C'est la France, c'est l'Europe, c'est la communauté internationale qui est menacée par des terroristes. Et nous devons nous mettre ensemble, nous organiser pour faire face à cette menace. Et cela demande plus de moyens de renseignement que des moyens en équipement. Alors justement, vous dites c'est tout le monde, c'est l'Europe, c'est le monde même qui est menacé par cette menace islamiste. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'Europe est assez frileuse, est assez timide dans son soutien à la France? La France se dit assez isolée dans cette affaire, que ce soit d'ailleurs au Mali ou en Centrafrique. Non, je crois que l'Europe se mobilise. Moi, j'ai été en Allemagne. La chancelière Angela Merkel a tout de même été aux côtés de la France. Timidement, elle a envoyé 2 avions, la Belgique a envoyé 2 hélicoptères. Enfin, c'est quand même l'essentiel de l'effort est fait par la France. Oui, c'est une bonne chose. Et nous avons des liens historiques avec la France. Nous avons une grande amitié avec le peuple français. Nous aussi, nous avons contribué à défendre la France pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et le président Hollande le rappelle souvent. Donc, ce que la France intervienne en Afrique maintenant pour aider un certain nombre de situations, cela me paraît tout à fait normal. Alors, Monsieur le Président, on va passer à la Côte d'Ivoire, si vous voulez bien, en faisant un petit détour par Mandela, justement, qui vient de nous quitter. Parce que votre pays a connu une véritable guerre civile dans les années 2000, encore en 2010-2011. On a parlé de plusieurs milliers de morts. Malheureusement. Le message de Nelson Mandela qui vient de nous quitter, comme je le disais, c'est un message de réconciliation. C'est aussi l'héritage qu'il lègue à la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, Mandela, moi je l'ai bien connu d'abord quand il est sorti de prison et ensuite je l'ai connu quand j'étais donc Premier ministre, quand j'étais directeur général adjoint du Fonds monétaire international. C'est un homme exceptionnel, un portrait, c'est un grand homme. C'est un homme qui a transformé la haine en amour. C'est un homme qui a remis son pays, son peuple ensemble, ce qui n'était pas évident après ce qui s'est passé. Et c'est un démocrate. Il a quand même, après un mandat, décidé de quitter le pouvoir. C'est un exemple pour nous tous. Parce qu'on parle aussi dans votre pays de réconciliation entre le Nord et le Sud. Bien sûr, et Mandela est un exemple pour nous. Le message de Mandela reste plus que jamais d'actualité. Oui, tout à fait. Nous faisons tout pour lui ressembler et nous espérons faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit totalement rassemblée au cours des prochaines années. Alors justement, où en est cette réconciliation ivoirienne? Elle se développe bien. En Côte d'Ivoire, la réconciliation avance bien, que ce soit dans les zones urbaines, dans les quartiers d'Abidjan, que ce soit entre les ethnies, entre les religions, donc dans les différentes régions. Politiquement, c'est beaucoup plus lent, parce qu'il y a toujours des arrière-pensées, mais je suis satisfait du rythme de la réconciliation. Alors parlons un mot de votre prédécesseur Laurent Gbagbo. Il est toujours retenu pour l'instant à La Haye. Est-ce qu'il doit être jugé à La Haye et le plus rapidement possible? Non, il est entre les mains de la CPI. Je ne ferai pas d'autres commentaires. La Cour pénale internationale a ses procédures et ses règles. Je considère qu'il lui appartient de prendre la décision la plus appropriée. Alors une autre personne proche de Laurent Gbagbo, c'est Simone, sa femme. Alors elle n'est pas entre les mains de la CPI, elle est toujours détenue en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous estimez que Simone Gbagbo doit être jugée, peut être jugée par un tribunal ivoirien? Tout à fait. En fait, maintenant, 2 ans après, les tribunaux sont totalement réhabilités en Côte d'Ivoire, les juges sont revenus, donc la justice fonctionne normalement. Donc elle pourrait bénéficier d'un procès équitable et indépendant? Elle aura un procès équitable, et par conséquent, et je crois que c'est tout à fait normal, notre constitution dit qu'on ne peut pas mettre un Ivoirien en exil. Et par conséquent, puisque nous pouvons juger Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, elle sera jugée en Côte d'Ivoire. Ce que vous venez de dire est aussi valable pour Charles Blé Goudé, qui était le chef des jeunes patriotes pro-Gbagbo. Nous sommes en train d'étudier la question au niveau du Conseil national de sécurité, parce qu'il y a des questions plus spécifiques concernant Charles Blé Goudé.
il a joué un rôle tout de même de mobilisation de la jeunesse pour commettre des crimes très graves. Et sa vie est en danger. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas dans une prison ordinaire en Côte d'Ivoire. Nous avons le devoir de le protéger. Donc tous ces éléments doivent être pris en compte avant de prendre une décision. Ce qui veut dire que si je vous lis entre les lignes, qu'il pourrait être transféré à La Haye, lui? Ce n'est pas impossible, mais nous devons examiner cette question au niveau de notre Conseil national de sécurité. Alors encore une dernière question concernant Laurent Gbagbo, indirect. Un rapport de l'ONU affirme que votre gouvernement a envoyé des agents au Ghana pour essayer d'enlever ou d'assassiner des proches de Laurent Gbagbo. C'est vraiment de la bêtise. Je compte en parler au secrétaire général Ban Ki-moon aujourd'hui. Ces experts doivent tout simplement être, pardonnez-moi, foutus à la porte. C'est abject. C'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Et je considère que ce sera inacceptable pour la Côte d'Ivoire, pour le Ghana, pour le Libéria. Et le comité de sanctions sur le Libéria aurait bien fait, ferait mieux de choisir des personnes de qualité. C'est tout de même insensé ce qu'ils ont dit dans ce rapport. Votre réponse est très claire en tout cas. Oui, non, je trouve ça inacceptable. Et je le dirai au secrétaire général des Nations Unies. Alors, il nous reste peu de temps pour parler des relations franco-ivoiriennes. Parlons des relations économiques. La part de marché de la France en Côte d'Ivoire est passée de 31% en 20 ans à 13%. Est-ce que la France reste pour vous un partenaire privilégié? Ah non, la France est notre partenaire privilégié. En Côte d'Ivoire, c'est notre partenaire privilégié, aussi bien au plan du commerce, au plan des investissements, au plan de l'aide, au plan des populations donc, qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ce que j'ai indiqué au MEDEF, le patronat français avant-hier, c'est que les entreprises françaises, petites et grandes, doivent avoir le sens du risque un peu plus fort que par le passé. Parce que la concurrence est rude aujourd'hui en Afrique. Les autres prennent des risques, même quand les situations des pays sont instables. Et les entreprises françaises ont bénéficié d'une période d'accalmie pendant 40 ans, 50 ans. Presque de monopole. Bon, je ne dirais pas de monopole, d'autres étaient présents, mais il n'y avait pas de risque à prendre puisque c'était un des pays où la langue, les avantages, le cadre juridique, la connaissance des membres de l'administration qui ont fait leurs études ici. Maintenant, il y a une concurrence. Et avec des entreprises des pays émergents qui ont le goût du risque. Donc ces entreprises françaises doivent également prendre des risques et surtout trouver des financements pour pouvoir rentrer en compétition. Mais donc vous n'êtes pas d'accord avec Dominique de Villepin, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui publiait une tribune hier dans Le Monde où il disait que la France n'a pas de politique africaine, elle ne comprend plus le continent. C'est son point de vue. Mais je pense que nous avons de bonnes relations avec les autorités françaises et les choses se passent très bien. Et j'ai lancé plusieurs appels au MEDEF, aux entreprises françaises, de venir, de rester et d'accroître leur part, parce que les entreprises françaises sont déjà en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Elles doivent venir parce qu'il y a des opportunités, c'est des pays... Regardez en Côte d'Ivoire, le taux de croissance est de 10% par an. C'est tout de même... et ce n'est pas juste pour un an ou deux, ce sera sur 4-5 années. Alors on va terminer cet entretien par une invitation. Vous allez inviter le président François Hollande tout à fait. En Côte d'Ivoire. Je pense que ça va se passer début. Il a accepté mon invitation et cela se réglera par les voies diplomatiques appropriées. Et ça pourrait être en février 2014, si j'ai bien compris. Je laisse le soin à l'Élysée de coordonner cela avec le ministère des Affaires étrangères français, ivoirien. Merci, Monsieur le Président Ouattara, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci encore.